Le SIC Podcast en mode Rocket, épisode numéro 5. Au menu aujourd'hui, 3 victoires consécutives pour le Rocket de Laval au premier rang de la division Nord. Pour l'instant, à égalité avec Rochester et Syracuse, et la saison est encore jeune. Sinon, David Renbacker, ça commence à ressembler à quelque chose de pas pire, sa situation. Et on se parle aussi des autres espoirs intéressants dans la Ligue américaine. Moi et Cédric, on s'est fait un petit top 8, top 10. C'est ce qui concerne le menu de l'épisode numéro 5. Let's go! Le SIC Podcast en mode Rocket. Le podcast le plus sick sur le Rocket de Laval. Voilà une entrée de territoire pour Jacky. Jacky, belle feinte, ça mène devant le filet. La but! Marqué par Florian Jacky! Avec Cédric Blondin et Vincent Demuy. La but! Marqué par David Renbacker! Bon début de semaine tout le monde et officiellement mes plus sincères bienvenue à cet épisode numéro 5 de En mode Rocket. Bien entendu, vous écoutez le SIC Podcast. Plus sincère bienvenue à toi aussi, Cédric Blondin, le fabuleux descripteur des matchs du Rocket de Laval à domicile. Bonsoir. Salut Vincent. En forme? Oh, très bien. Très, très bien. Ça va bien. Même si la neige et la pluie verglaçante et tout ça, mais ça rime avec hockey. Lorsqu'il neige, normalement, c'est que tu es en plein milieu de ta saison de hockey. Donc, c'est vraiment pas une si mauvaise nouvelle que ça. Non, mais là, tu as parlé de la température. J'aurais plus eu envie de parler de ta moustache, mais on passera pas 8 minutes là-dessus. Mais ceux qui le voient, tant mieux. Ceux qui le voient pas, Cédric, ça part fort, le Movember. Hein? Ouais, pas tant, là. Pas tant, là. Non, mais c'est pas non, super, mais c'est important pour moi chaque année de le faire. C'est ça. Donc, c'est une tradition année après année. Les rumeurs disent que ta blonde aime ça. Donc, enchaînons avec un peu de Rocket de Laval. C'est le premier sujet de cet épisode numéro 5. Mais plus tard, on s'en va ailleurs dans la Ligue américaine. Plusieurs beaux espoirs. Le développement est toujours le sujet à propos dans cette ligue-là. Puis, pour ceux qui connaissent moins, moi et Cédric, on va se faire un petit tour d'horizon, un petit top 10. On va voir si on a les mêmes. Mais ça, on termine avec ça. On commençait avec quelque chose de plus général. Cédric, c'est quand même 3 victoires de suite pour le Rocket. Puis je regardais mes notes, puis je me disais, coudonc, ça fait longtemps que le Rocket n'a pas accordé plus que 2 buts dans un match. Fait 6 de suite, là, qu'on n'accorde pas plus que 2 buts. Là. Et le dernier, c'est Rochester, là où Toby Paquette-Bisson avait qualifié ça de volée subite le 24 octobre. Donc, ça fait un bail que défensivement, incluant nos gardiens de but, on est très solide. Puis là, c'est l'offensive quand même qui a été au rendez-vous dans les derniers matchs aussi. Ah, absolument. Et est-ce que c'était justement ce que le Rocket avait besoin? C'est bizarre dit comme ça, mais cette partie à Rochester, on sent vraiment que ça l'a comme réajusté tout ce qu'on voyait de peut-être un peu plus négatif depuis le début de la saison. Et depuis, ça va pas mal mieux du côté du Rocket. On l'a vu le match face à Utica qui a un peu parti le bal là, dans les dernières semaines. Et beaucoup plus de positifs, même si c'est loin d'être parfait, comme on est habitué de le dire. Bon, une petite semaine pour le Rocket. Depuis le dernier épisode en mode Rocket, Cédric, 2 matchs. 2 matchs seulement. Hartford vendredi, où ça a été glissé en première période pour le Rocket de Laval. Mais pour vrai, j'avais regardé le dernier match de Hartford contre les High Valley avant leur visite à la Place Belle. Puis, en première période, j'étais flabbergasté de comment cette équipe-là travaillait. Cette équipe-là était prête pour le match. Puis cette équipe-là, surtout, patinait parce que je te le disais avant le match. Puis, je vais être transparent. Je te dis, il me semble qu'ils sont pas rapides. Puis, c'est pour ça qu'on a vu en première période. Vraiment, au niveau de la vitesse, Laval était challengé, là. Ah, c'était une très, très, très mauvaise première période. Pas au niveau de l'effort tant que ça, c'était plus l'exécution était vraiment pas là et on a été vraiment
surpris, j'ai bien l'impression, parce que Hartford a sorti comme performance tôt dans le match. Seulement 2 lancés pour le Rocket en première période. C'était un drôle de match. Ça paraissait que ça faisait tout près d'une semaine que le Rocket n'avait pas joué. On s'attendait à des ajustements. On avait entendu parler longuement dans les derniers jours avant ce match face à Hartford. Et les ajustements sont venus plus que le match avançait. On a vu quand même beaucoup de choses que j'ai aimées dans ce match-là face au Wolfpack. Et surtout, je ne peux pas dire, mais la troisième période, c'est vraiment là Mais c'est un le autre match. positif. Là. Ça, c'est un autre match. C'est le positif. Et, la preuve de caractère, ça a été facile à plusieurs occasions dans cette rencontre-là de pas laisser tomber, mais d'échapper le match si on veut. Donc, ouais, il y a beaucoup de positifs et Jacob Fowler était sensationnel. J'ai bien aimé ton propos que tu avais dit lors du match que c'était probablement sa meilleure performance de la saison de ton côté. Oui, c'est toujours. Et peut pas. C'est très difficile pour moi d'argumenter contre ça parce que il a eu son mot à dire. Ce n'est pas de ses arrêts dans les 40 premières minutes de jeu, que ce soit sur des surnombres, des 2 contre 1. On l'a vu confiant, combatif, comme on est habitué de le voir devant le filet, mais là, le travail était fait, puis ça a donné du rythme à son équipe et la victoire qui a été signée plus tard dans cette soirée-là. C'est bon que tu m'amènes sur Jacob Fowler, puis c'est même pas un sujet en soi pour l'épisode numéro 5, Ced, mais as-tu remarqué la tendance, comment il va aider ses défenseurs en jouant la rondelle derrière le filet? Toujours. C'est clair que, non, il l'a pas toujours fait. Non, mais là, en ce moment, il fait à chaque occasion qu'il a la chance de le faire. Puis c'est clair qu'avec Marco Marciano, Pascal Vincent, on lui a dit une des meilleures manières d'éliminer l'échec avant de l'adversaire, c'est toi. C'est toi si tu vas derrière le filet. Puis pour l'instant, lui fait une bonne job, mais la communication entre lui et ses défenseurs, ça peut tellement être mieux. Puis c'est normal. Ça commence là. Là, on a un gardien de but. Fowler, Kakkonen est plus frileux de le faire, c'est correct. C'est pas dans l'identité de tous les gardiens de but, mais ça, Fowler, c'est la première fois qu'on voit ça depuis qu'il est arrivé à Laval. Son aisance, quand même sous pression à jouer la rondelle. Je suis content qu'il ait ça à sa game. Ah, ben, c'est un troisième défenseur, littéralement, parce qu'à chaque occasion qu'il a de sortir de son filet, aller derrière, il est très bon pour prendre cette rondelle. Et ce que j'aime le plus, c'est que même s'il y a des options de passe, des fois, ses défenseurs à gauche ou à droite, souvent, il essaie par lui-même de sortir la rondelle ou de pas forcer le jeu, même si des petites passes à faible risque, mais souvent, il se fait confiance, capable d'envoyer sur la baie vitrée, force pas un peu sa décision. Et, ben, c'est un arc de plus dans son jeu et il le fait bien. J'ai hâte de voir parce que c'est une très jeune saison encore, on le répète, mais il y a tellement de place à l'amélioration encore de ce côté-là et il est encore très très jeune. Il ne faut pas oublier cette partie-là non plus. Exact. Puis là, pour terminer sur le match face au Wolfpack d'Hartford, bon, le Wolfpack reste quand même une jeune équipe. C'est une équipe qui était privée de son meilleur pointeur, Gabriel Perrault, qui est désormais rappelé par les Rangers. Bon, il n'y a rien qui va avec les Rangers dans la Ligue nationale, donc on commence à venir chercher des ressources dans notre club école. Puis c'est pas comme s'il y en avait une tonne. J'ai trouvé que Scott Morrow avait pas joué un mauvais match, d'ailleurs marqué un superbe but. Puis ça a été 2 buts en avantage numérique finalement du Wolfpack d'Hartford. L'indiscipline a été un sujet dans ce match-là. Puis ça a été un peu moins un sujet face à Belleville, Cédric. Mais on parlait aussi, je veux revenir avec ça parce que Pascal Vincent a dit quelque chose d'intéressant. Comment l'année dernière, ce groupe-là du Rocket de Laval a surpris tout le monde en début de saison. Puis que là, le Rocket, on réagit bien, mais on est un peu victime des résultats qu'on a réussi à obtenir la saison dernière. Je vous laisse entendre ce que Pascal Vincent avait à dire là-dessus en fin de semaine. Ils savent la formation qu'on a. Ils connaissent les succès qu'on a eus dans le passé. Ils sont prêts. Je pense que l'an passé, on a surpris beaucoup de monde en début de saison. Mais cette année, on ne surprend pas personne. Les équipes s'en viennent ici puis ils sont préparés. Puis ils savent qu'on peut les faire mal paraître s'ils ne sortent pas fort. Donc, je pense qu'une combinaison d'un paquet de choses. Mais comme je disais tantôt, j'ai aimé comment on s'est amélioré durant le match.
C'est ça. On peut les faire mal paraître s'ils viennent pas à la place belle, s'ils viennent à la place belle en pensant que ça va être facile. Je pense que ça veut tout dire. Puis je pense pas que peut-être les High Valley, les Phantoms, quand ils sont venus, on joué un match coup-ci, coup-ça, mais je pense que tout le monde vient à la place belle avec l'idée de jouer un bon match et de te dire que tu viens jouer contre possiblement l'une des 2-3 meilleures équipes de la Ligue américaine, c'est assez clair. Mais exactement, Vincent. Puis c'est là que la discipline, tu en as parlé un peu, mais c'est là où que le Rocket doit s'ajuster parce que l'intensité des autres équipes, c'est là que souvent ça force le Rocket à prendre des pénalités. Mais moi, c'est plus. Des fois, là, puis je reviens sur le match de vendredi, c'est les moments. Les moments, on gère très mal les moments où ce que. Et en même temps, ça revient un peu à ce que Pascal Vincent dit. Est-ce que c'est peut-être plus l'adversaire qui réagit d'une façon qui met le Rocket un peu dans le trouble dans ces situations-là? Mais je reviens en deuxième période quand Davidson marque son but pour faire 1-1. Après ça, tu prends une pénalité parce que Luke Tuck joue la rondelle alors qu'il est encore assis sur la rampe au banc des siens. Et après ça, Alex Belzile qui prend la pénalité pour le coup de bâton en réplique d'une mise en échec qu'il n'avait pas appréciée alors que Davidson passait déjà le message aux joueurs du Wolfpack. Tu peux pas faire ça. Et surtout, faut que tu apprennes à matcher un peu l'intensité des adversaires et d'être capable de le faire de la bonne façon. Parce que si tu leur ouvres la porte comme que le Rocket le fait à quelques occasions depuis le début de la saison, ça va finir par te rattraper, c'est certain. Ouais, puis le Piqué fait pas une mauvaise job depuis le début de l'année. Le Piqué étant l'unité d'infériorité numérique, bien entendu, mais il y a des limites à ce qu'on peut faire, puis il y a des limites à ce que le gardien de but également peut faire. Mais le point de vue de l'indiscipline, ça m'amène parfaitement au match face à Belleville, parce que pour moi, c'était très correct en ce sens-là. Puis Pascal Vincent parlait de bâtir son match. Ce qui a été fait face à Hartford, ben, on a l'impression qu'on a aussi bâti la première période à Belleville. Quelle première période du Rocket de Laval? Quand même 23 lancés, Vincent, là, c'est... ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça cette année. Déjà là, mais je t'arrête là. Je t'arrête là parce que c'est intéressant les lancer parce que des fois, c'est pas significatif. Mais regarde les chances de marquer, c'est 13 en première période. Hunter Shepard devait être tout trempe en revenant dans le vestiaire, quelque chose de rare, des chances du bas de l'enclave, des tirs de partout, des retours de lancer, en avantage numérique, à égalité numérique, 2 chances en infériorité numérique d'Alex Belzile dans cette première période. Puis honnêtement, je suis surpris de la performance d'Hunter Shepard parce que je l'ai vu aller avec Hershey la saison dernière, puis je ne veux pas lui manquer de respect, mais ça m'apparaissait un gardien de but un peu sur le déclin, mais là, il vient de me trouver le bec à peu près avec sa performance parce que Belleville n'aurait jamais dû être dans le coup dans ce match-là à partir de la première période. Ah, ça, c'est clair. Et, moi, je suis tellement rassuré par cette sortie, surtout avec qu'est-ce qu'on savait de la dernière fois qu'on avait été à Belleville du côté du Rocket. Tu as commencé le match en Lyon. Oui, tu quittes au vestiaire 1-1 après 20 minutes de jeu, mais et même tu tires de l'arrière à un certain moment dans le match, mais tu joues de cette façon-là, tu es un peu l'agresseur, si on veut, dans la façon de jouer, c'est sûr que les choses mais les choses vont venir, les résultats vont venir aussi. Là, c'est ça qui est le fun. Et ça ne devait pas mieux commencer parce que j'ai l'impression que c'était quand même fragile malgré les succès des derniers matchs. Si tu ne commences pas le match de cette façon-là et tu es en retard 2-1 après 3 minutes en deuxième période, peut-être que la chaîne aurait pu débarquer comme c'était le cas la dernière fois, mais le groupe a beaucoup maturé depuis le dernier match à Belleville. Écoute, moi, Laval, ce que j'ai aimé, si tu pointes si tu veux qu'on observe, qu'on regarde des aspects très, très précis du jeu, c'était une game simple en première période. Au niveau des entrées de territoire, on envoyait ça derrière les défenseurs. On faisait confiance en notre échec avant. On cherchait à être un petit peu plus fancy, plus le match avançait un petit peu. Parce que là, Belleville ont commencé à donner de l'espace au niveau des entrées de zone. Moi, j'ai aimé l'anticipation également dans les 3 zones. Dans les 3 zones pour repérer quand est-ce que les rondelles allaient devenir libres. Le Rocket qui jouait physique également, on en parle depuis le début de la saison, qu'il faut le faire. Mais il y a des... Puis je ne vais pas encore faire pipi dans la soupe. Là. J'aime beaucoup cette expression-là, mais... Oui, c'est vrai ça.
il faut trouver une manière de capitaliser puis encore faire plus mal à notre adversaire avec les chances qu'on réussit à obtenir qui est le fruit d'un travail tellement acharné. En première période, le match n'aurait jamais dû être disponible pour les Sénateurs après 20 minutes, tant qu'à moi. Ça, le groupe le sait sûrement. Être en mesure là, de déjouer le gardien, un petit peu de finition, rediriger des tirs. Ça, c'est pas arrivé souvent que l'équipe a redirigé des tirs des défenseurs depuis le début de la saison, changer la trajectoire du tir, des choses comme ça. Mais ça a été un match qui paraissait égal au niveau du pointage, 3-2, mais à sens unique là, pour moi dans ce match-là. Là. Absolument. Et elle est très rassurante, mais en même temps, je suis certain qu'il y a encore des petites choses. Tu l'as parlé, l'opportuniste. Tu ne peux pas lancer 46. C'est quoi? C'est 46 fois lancé puis seulement 3 buts. Oui, Shepard en avait une très bonne dans le corps. Une très, très bonne, il faut dire, là. Mais c'est quoi le total final au niveau des chances de marquer dans ce match-là, Vincent? 22-13. 22-13, puis c'est 50%. 22 chances pour, c'est un excellent match. 13 chances contre, c'est un excellent match également défensivement. Ça peut être mieux, oui. Ça peut toujours être mieux. Tu peux en obtenir plus, tu peux en donner moins, mais puis ça a été les 4 trios aussi qui ont contribué, puis ça n'a pas été toujours le cas dans les derniers matchs. Je regarde les chances de marquer à force égale. Farrell, Dauphin, Roy, c'est 5. Davidson, Belzile, Méchard, c'est 3 chances. Simoneau, Condotta, Beck, c'est 3. Tuck, Jacky et Torp, c'est 2. Ça, c'est le chiffre ça, c'est ce que j'aime le plus. Ouais. J'adore ça. Puis ça veut juste dire que ça va finir par débloquer dans certains cas. c'est ça que ça veut dire, parce que si tu vas chercher tes chances à un moment donné, on veut les voir. On veut voir les 4 trios, on veut les voir produire, on veut les voir provoquer des choses, et ça a été le cas dans ce match-là. Et dans les derniers matchs aussi, on peut dire. Oui, mais nos défenseurs... En terminant là-dessus, c'est vrai que les défenseurs envoient tellement de rondelles au filet, surtout en première période, qu'il faut absolument trouver un moyen. J'ai eu cette pensée-là quand j'ai regardé le match. Il faut, les fameuses redirections, les fameux tip-in. Il faut y arriver un petit peu plus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir à l'entraînement? Peut-être. Quand même bien que ça se termine pas dans le but, tu peux donner un retour de lancer inattendu pour le gardien de but et les défenseurs qui protègent l'enclave. Ça peut amener quelque chose, mais c'est peut-être le seul point négatif du match de dimanche, finalement, le match d'hier. Puis les défenseurs, ça a été un super match également, offensivement parlant. Bon, Engstrom aimerait probablement revoir sa couverture sur le premier but. C'est une erreur de jeunesse, le gars qui en est à sa 2e année. Mais là, tu as 3 paires de défenseurs, puis ça paraît là, posé puis calibré également. Ah, ben, absolument. Absolument. Et je veux juste revenir sur le point que tu venais de parler, Vincent, par rapport aux redirections. Je ne sais pas si tu te rappelles vendredi. Je pense que c'est en avantage numérique quand Farrell était un peu dans l'eau de l'enclave et il a tenté de rediriger un tir-passe. Ça, c'est un jeu qui est. C'est l'exemple parfait de ce que le Rocket doit peut-être aller chercher un petit peu plus d'efficacité pour aller chercher des buts, parce que. Il n'y avait pas touché le filet de mémoire, hein, je pense. Non, c'est ça, mais l'intention. C'est ça, exact. C'est ça que tu as déjà 2 options. Là, je parle surtout de l'avantage numérique. Tu as 2 bonnes options de lancer de chaque côté sur les 2 vagues. Et sans plus de ça, tu as un défenseur à la ligne bleue qui place des bonnes rondelles en Engstrom et tu mets un Farrell peut-être dans le milieu de cette zone-là. Ben, tu as plusieurs options là. Et tu peux essayer de travailler là-dessus pour essayer parce que là, déjà, là, on le sait, tu mets d'un côté, tu as Davidson et que tu as une option de lancer qui peut venir de là. Donc, j'ai hâte de voir, surtout dans les 3 prochains matchs, s'il y aurait des correctifs qui vont être faits par rapport à ça. Oui. C'est ce qui termine le premier bloc, le premier segment, celui du retour général sur les 2 derniers matchs. Mais je vous le rappelle, c'est 3 victoires de suite. Donc, le Rocket qui va être en quête d'une quatrième victoire de suite à Springfield, mercredi matin, alors que certains feront peut-être dodo encore. Chanceux, vous autres, vous réveillez à 11h30. Sinon, le match est disponible en matinée. Deuxième bloc. C'est parfait que tu parles de Farrell, puis je me suis retenu de parler de Joshua Roy parce que c'est consacré à ce bloc-là, mais
je pense je suis pas mal sûr qu'on tient le fameux premier trio de cette équipe-là, après avoir tenté Farrell, Dauphin et Belzile souvent en début d'année. Je pense que là, on vient de faire une pierre deux coups, Cédric. En faisant quelques changements, on vient de trouver le premier trio avec Farrell, Dauphin, Roy et le deuxième avec Davidson, Belzile et Méchard. Mais parlons plus spécifiquement peut-être du premier trio. Surtout depuis la troisième période à Hartford, vraiment ce trio-là est tout feu, tout flamme. Ah, absolument. Et quel début de troisième période dans ce match-là. Mais moi, je trouve que, tu sais, on a souvent vanté le travail de Laurent Dauphin depuis le début de la saison sur ce trio. Mais moi, c'est l'apport de Joshua Roy dans les derniers matchs. Même si c'était loin d'être parfait vendredi, c'est quand même 18 lancés à ses 3 derniers matchs. Il a lancé cadré, là. Donc, pour moi, dans le cas de Roy, c'est que là, tu as deux joueurs qui sont capables de le produire. Tu as Sean Farrell qui, c'est une question de temps avant que ça continue à peut-être débloquer dans son cas, offensivement dans le cas de Farrell, mais tu as deux trios tellement d'options pour l'entraîneur-chef Pascal Vincent. Donc, c'est une certaine stabilité. Ça enlève la pression sur le bottom six, si on peut utiliser l'expression Vincent. Puis, j'aime dans quelle chaise les joueurs sont placés actuellement. Là. Et, ouais. Je pense que le premier trio, surtout Farrell, Dauphin puis Roy, on a tellement bâti de choses, de cohésion en avantage numérique que là, ça finit par se transposer à force égale. On avait eu un bon match face à Rochester il y a quoi, une semaine, 10 jours de cela. Ça a été presque uniquement sur les unités spéciales. Quelques petits flashs également à force égale. Mais là, dans les 3 derniers matchs, quand tu regardes les chances de marquer à force égale, c'est 15 chances de marquer, puis ça, c'est 54% de la production du club. Mes calculs à moi qui sont très, très personnels. Là, mes observations à moi. Mais je pense que c'est assez révélateur de la chimie, de ce fameux carrousel offensif que les 3 sont capables de générer en se trouvant sur la glace. Également du travail défensif. Je regardais le match face à Belleville plus attentivement ce matin. Sean Farrell fait encore des replis défensifs pas possibles. Puis positif, là. Puis Laurent Dauphin en fait. Joshua Roy, on aimerait en voir un peu plus, mais Joshua Roy est capable de jouer peut-être plus physique le long des rampes parce que ça paraît qu'il est plus fort que l'an dernier. Puis Laurent Dauphin, lui, est excessivement fort pour le faire, mais je pense qu'on fait juste commencer à bâtir les 3 ensemble une chimie qui pourrait faire bien des dommages dans la Ligue américaine. Ah, ben c'est certain. Puis tu dois de prendre exemple sur cette troisième période contre Hartford pour la suite des choses. L'intensité, les séquences après le coup de sifflet, on dirait que c'est une ligne qui peut produire, mais en plus, il peut aller chercher tellement de momentum sur plusieurs aspects d'un match. Et c'est sûr qu'ils vont produire un avantage numérique. Ça, c'est sûr que ça va être là qu'ils vont être capables d'aller provoquer des choses offensivement. Mais moi, c'est cet aspect-là que peut-être j'ai été un peu surpris dans le match de vendredi. C'est de la manière qu'ils sont capables de jouer, que ce soit après le coup de sifflet, comment que ça se tient, ce trio-là. Juste, puis je reviens sur l'exemple parfait de Joshua Roy qui envoie la rondelle après le coup de sifflet dans le match de... Oui, le sifflet était quand même assez silencieux là-dessus, là, mais quand ça a brassé, là, moi, c'est ce que j'aime voir de ce trio-là, c'est qu'on est capable de se tenir comme ça et on a besoin de ça dans le cas de ces 3 joueurs-là. Oui, et sans plus tarder, je vous laisse entendre ce que Joshua Roy avait à dire sur son nouveau trio, entre guillemets, avec Sean Farrell et Laurent Dauphin. Il va super bien, tu sais, Dauphin, comme tu as dit, il va super bien en ce moment. Farrell, c'est un gars super intelligent, puis je pense qu'on se complète très bien les 3 ensemble, puis je pense qu'on va continuer à développer une chimie les 3 ensemble. Justement, qu'est-ce qui s'est dit entre vous 3 après 2 périodes? Parce que vous avez commencé ça en Lyon, le début de troisième, ça n'a pas été trop long. Je pense qu'on le savait que ça partait de nous autres. Je pense qu'il fallait qu'on ne s'était pas de notre game. Montrer l'exemple. Puis je pense que c'était le premier chiffre. On a jumpé. Puis je pense que ça a donné le momentum pour tout le monde. Oui, premier chiffre, ils ont jumpé. Ils ont marqué. Joshua Roy a marqué un superbe but à la remorque. Et Joshua Roy et Laurent Dauphin
Je peux vous le dire, c'est une belle relation qu'ils ont en dehors de la glace qui porte fruit également sur la glace. J'ai l'impression que Laurent Dauphin est un exemple pour Joshua Roy. Puis je reviens à la 3e période. Moi, de mémoire, c'est la meilleure période que j'ai vu Joshua Roy jouer dans l'uniforme du Rocket de Laval. Je suis du même avis pour ce que j'ai vu. C'est sûr que tu l'as vu un peu plus souvent que moi à travers les années, mais il doit tellement se baser là-dessus pour la suite. C'est de la façon dont il doit jouer. Et on en parlait au camp d'entraînement. Pascal Vincent en a parlé à plusieurs occasions. Et c'est l'exemple parfait de qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qu'il doit faire pour devenir le joueur qu'il veut peut-être devenir pour éventuellement s'établir dans la Ligue nationale de hockey ou devenir un joueur aussi dominant dans la Ligue américaine. Ouais, c'est d'être impliqué, de ce désir de vouloir la rondelle qui est présent en 3e période face à Hartford. Il était aussi face à Belleville parce qu'en récupération de rondelle, Joshua Roy a un travail à faire sur ce trio-là quand même avec Farrell et Dauphin. Même chose pour ce qui est de s'acquitter de ses tâches défensives. Sinon, c'est vrai qu'un mot quand même sur ce 2e trio. Évidemment que Belzile et Méchard, tu leur mets peut-être le joueur le plus hot du club, le plus brûlant du club du Rocket de Laval présentement. Jared Davidson, c'est 7 buts à ses 6 derniers matchs, c'est 6 de suite avec un but. C'est ahurissant. Puis tout ce qu'il envoie au filet, c'est puissant, c'est précis. Puis ses buts en fin de semaine, c'est 2 buts de la même façon. Il utilise son patin, va du haut des 2 cercles, puis il voit le trafic, puis il dégaine, ça sort de son bâton. Jared Davidson, je reviens à ce mot-là, c'est ahurissant. Mais il ne réfléchit pas. Non. Il ne réfléchit pas. Il fait confiance en ses outils qui lui donnent du succès, son tir. Et ça revient un peu à ce qu'on disait du premier trio et même le 2e maintenant. C'est ces joueurs-là, qu'est-ce qu'ils font qu'ils ont du succès depuis le début de la saison? Puis qu'est-ce qui fait que peut-être ils en ont peut-être moins par moment, c'est qu'ils essayent de trop en faire. Et quand faut tellement bâtir et regarder ce que Dauphin, exemple, peut faire et Davidson, parce que c'est la clé. C'est de garder les choses simples. Le Rocket, quand il tente de trop en faire, tente de peut-être forcer la main ou forcer le jeu, ben c'est là où on se met un peu dans le trouble en prenant peut-être, en faisant des revirements, en prenant des mauvaises pénalités, donnant des surnoms et des buts, bien sûr, qui viennent avec ça. Donc, est-ce que Davidson ne fait pas des 9 buts? Écoute, Ouais, j'aurais jamais pensé ça. Et toi, je sais que on s'en est longuement parlé et toi, tu n'étais pas surpris. Mais dans mon cas, je le voyais dans le top 10, top 15 des meilleurs buteurs. Puis c'est ce que je prédis à la fin de la saison. Mais chose certaine, présentement, il est sur un pace de 54 buts. Dans la Ligue nationale, c'est possible. Dans la Ligue américaine, avec 10 games de moins, ça n'arrivera pas. Il faut être franc. Là. Il va avoir une séquence plus creuse, puis ça va être normal. Mais il est réalistiquement capable d'en marquer 40. Tu sais, je veux dire, 45, 40, peut-être, cette année, s'il y a de la stabilité. Puis c'est pas ça qu'on lui souhaite. On lui souhaite pas de la stabilité parce qu'on lui souhaite d'être rappelé, Jared Davidson. C'est peut-être la seule chose qui va l'empêcher. C'est que s'il en marque 40, de la manière qu'il joue au hockey, ça reste de ne pas être à Laval qui va finir sa saison. Parce que on en a parlé la semaine passée, on en a parlé longuement, mais encore une fois, des fois, tu te demandes est-ce que ça va se calmer un peu? Mais on a droit de dire que c'est pas le cas. Mais pas pour l'instant. Non. C'est ça. Ça va se calmer un peu. Je veux dire, il marquera pas. Il terminera pas la saison en marquant à chaque match consécutivement. Sinon, un mot quand même sur Philippe Méchard. Ça lui a fait du bien, ce but-là à Belleville. Un but de l'enclave. Ça, pour un petit joueur, t'es adores ces buts-là. Puis, ces 7 matchs avant Belleville n'avaient pas récolté de points, mais moi, on s'en fout des points dans un sens pour un gars comme ça qui a eu une première saison tellement difficile. Sean Farrell avait 2 aides à ses 22 premiers matchs la saison dernière. Ça lui a pris 22 matchs d'ailleurs aussi pour marquer un but.
Puis les deux, c'est deux styles de joueurs qui se ressemblent tellement, mais puis Sean Farrell, le parallèle que je fais, c'est que malgré le fait qu'il n'y avait pas de points la saison dernière, il travaillait tellement fort aussi défensivement pour le jeu de transition, le long des rampes. Puis Philippe Méchard, c'était la même chose. J'ai adoré son jeu quand même dans les 7 matchs qu'il n'y a pas eu de points. Puis j'ai aussi aimé son jeu face à Belleville. Toujours un des premiers au niveau des replis. Toujours un gars qui entre la rondelle en zone offensive. Mais c'est sûr que ce but-là va lui faire du bien à sa confiance. Oui, parce que il ne lance pas assez souvent depuis le début de la saison. Est-ce que c'est son rôle? Non. Mais si tu veux marquer des buts, tu peux pas avoir un lancé par match ou 0 dans certains cas. Et là, dans les 3 derniers, c'est 10 tirs en 3 matchs. Donc, c'était sûr qu'à un moment donné, ça allait débloquer. Il est capable de tirer. Il y en a un bon lancé, Philippe Méchard, et je suis content qu'il ait été récompensé. Pour le bon lancer de Philippe Méchard, je suis un peu en désaccord. C'est vraiment la défaillance dans sa game. Il est capable. Non, mais là où je te rejoins, puis je te rejoins pas sur le bon tir, je pense que c'est la grosse défaillance dans sa game, mais t'as pas besoin d'avoir un bon tir pour envoyer des rondelles au filet, tu sais. Un peu comme ce qu'on demande de faire à Lane Hudson à Montréal, parce que là, ta game devient trop prévisible. On le sait que tu vas chercher l'option de passe. Puis c'est ça que Philippe Méchard doit amener un peu plus, tant qu'à moi. Mais sinon, sur ce trio-là, je pense que ce que j'aime, c'est que Belzile on dirait qu'il est énergisé par la vitesse puis le travail des deux jeunes, puis ça le relance lui aussi. Il y a plus de timing devant le filet. C'est là où on veut qu'il soit. Gros but face à Hartford. Beaucoup de chance face à Belleville également pour Belzile. Il le sait qu'il n'y a pas le début de saison qu'il aimerait avoir. C'est lui-même qui le disait dans le vestiaire à multiples occasions depuis le début de l'année. Puis les points vont arriver même si le travail était là depuis le début de la saison. Mais c'est vraiment... Je pense que la vitesse de Davidson et Méchard aide énormément Belzile parce que lui, c'est sa défaillance à lui, peut-être dans sa game, puis il a toujours compensé. Mais là, ça devient un deuxième trio que ta deuxième paire de défenseurs est quand même à risque face à ce trio-là qui est capable de générer de l'offensive. Absolument. Dans le cas de Belzile, moi j'ai une question pour toi, Vincent. Est-ce que tu penses que la meilleure chose qui lui est arrivée, c'est de ne plus se retrouver sur le premier trio? Dans son cas, parce que 3 matchs de suite avec au moins un point pour Belzile, et on le voit. Je trouvais qu'avec Dauphin, oui, il y avait une certaine chimie à certains moments, mais on le voyait pas mal moins que qu'est-ce qu'on le voit là. On le voit prendre des grosses mises au jeu et son niveau d'implication. Et ça n'a jamais été un problème pour moi, mais dans le sens que on le voit. On le voit pas mal plus que qu'est-ce qu'on voyait en début de saison dans un match sur multiples facettes. Oui, je suis d'accord. Puis c'était plus avec Laurent qui avait un combat de style de game qui se ressemble un peu, dans le sens que Laurent, son spot, c'est devant le filet, Laurent Dauphin, puis Belzile, c'est la même chose. Fait que c'était comme difficile pour les deux de trouver leur synchronisme. Bon, qui y va, qui voit le tir, où est-ce que je me situe sur la glace par rapport à toi. Puis là, avec les deux jeunes, ça fonctionne à merveille. On est prêt pour le 3e bloc. Cédric, rapidement. David Reinbacher, je pense que le kid avait juste besoin de jouer. Je pense que présentement, c'est un jeune défenseur qui est tanné de se faire parler de retour au jeu. Faut juste le laisser jouer, d'enchaîner les grosses minutes. Puis moi, ce qui m'impressionne, c'est que plus les matchs se succèdent, meilleur il est. Puis il est constant. Moi, c'est ça que j'aime de son travail depuis qu'il est revenu au jeu. Faut tellement laisser se développer. Le temps va faire les choses parce qu'il y a tellement de choses qu'il est capable de bien faire. Il a juste besoin de jouer du hockey. C'est juste ça qu'il a besoin parce que on le voit, il prend des meilleures décisions avec la rondelle. Et, admettons, je compare depuis son retour au jeu, bien sûr, mais il a la chance d'avoir du temps pour se développer à Laval. Et s'il joue de cette façon-là, à un moment donné, il faut arrêter de regarder le fait que c'est un 5e choix au total dans le cas de Reinbacher, parce que s'il joue de cette façon-là, ça va paraître éventuellement dans la Grande Ligue qu'il méritait d'être sélectionné aussi haut parce qu'il fait des bonnes choses, il va marquer des buts parce qu'il a un excellent lancer, il va aller chercher des points,
Mais en même temps, c'est pas juste ça dans le cas de Reinbacker. C'est ça qui est intéressant, c'est son aspect. Et sa paire défensive avec Toby Bisson, pas le choix de le dire, mais ça a été une des très bonnes paires du Rocket. C'est pas la plus constante dans les 3 derniers matchs du côté du Rocket. Là. Oui, avant de rebondir là-dessus, Cédric, on va aller écouter ce que David Reinbacker avait à dire en fin de semaine sur son début de saison à lui qui a commencé un peu plus tard que le début de saison des autres. Just try to take it day by game, and just get back, get a lot of confidence, play, and just have fun and learn, and that's it. Like there's nothing to really prove or show something off. I just want to go out there, have some fun, and that's it. Ouais, puis moi, en terminant sur Reinbacker, puis j'ai hâte de voir où le reste de la saison va l'amener. Mais je regardais attentivement le 64 face à Belleville, surtout, puis à Hartford aussi, mais plus face à Belleville, son sens de l'anticipation est extraordinaire. Quand il réfléchit pas trop sur la glace, mais son sens du hockey, d'être capable de lire où la rondelle va aller, tant en zone offensive, mais surtout en zone défensive. Son positionnement était impressionnant dans ce match-là. Sa prise de décision, tu as raison, elle était tout autant. Puis, on parle du fameux gap, c'est-à-dire la distance entre le porteur de la rondelle et le défenseur en situation de contre-attaque, en situation de défensive de zone, peu importe. C'était un match extraordinaire de Reinbacker. Sa longue portée, il ne donne aucun espace à son adversaire. L'adversaire ne peut pas patiner, ne peut pas le contourner. Ça a été ce genre de match-là face à Belleville. Puis là, on commence à voir de plus en plus Reinbacker être confortable pour transporter la rondelle. Puis c'est toutes des choses qui... J'ai hâte de voir tout ça s'embriquer s'embriquer, c'est comme ça? Oui. Tout ça se mettre ensemble. Ouais. Plus la saison va avancer, puis de le voir être constant là-dedans, mais il y a un paquet de choses que je regardais attentivement OK, je comprends pourquoi il a été un 5e overall quand même au repêchage, puis ça va jamais être le genre de défenseur qui, offensivement, va faire en sorte que les gens vont se lever de leur siège, mais je comprends la réflexion peut-être que le Canadien a eu de se dire c'est le genre de gars avec qui on peut aspirer à la Coupe Stanley, puis surtout en séries éliminatoires, peut énormément aider. Ah, absolument. C'est un défenseur droitier, gros gabarit. Et la meilleure chose qui est peut-être arrivée à David Reinbacker, c'est ce qui est arrivé sur le but de la victoire de Rochester. C'est peut-être ça qui... OK, c'était le premier match, mais ça montre tellement qu'est-ce qu'il a, qui est capable de mieux faire, qui nous a démontré dans les 3 matchs suivants. Et dans le cas de Reinbacker, il va avoir sa place parce que moi, quand on lui parle, lorsqu'on voit, c'est tellement un joueur intelligent, c'est tellement une personne intelligente et si on enlève le jeu de du bois, bien sûr, là, si on enlève l'aspect des blessures dans son cas, qui, pour l'instant, c'est un très gros problème, on le sait, mais dans le cas de Reinbacker, on espère que c'était le plus gros problème, puis lui aussi, mais je pense que puis ça paraît dans son non-verbal quand il répond à une question. Je pense c'est très subjectif ce que je dis, c'est mon opinion à moi quand je lis le jeune homme. Je pense qu'il est tanné d'en entendre parler, puis je comprends donc. Mais je comprends donc. Lui, c'est ce que le goût, Reinbacker, c'est que tu lui parles de hockey, même si c'est négatif. Dans le sens où, là, on veut qu'on lui pose des questions sur le hockey. Il avait l'air d'un gars, puis tu parles du but face à Rochester, tu étais dans le vestiaire, mais oralement, ce que moi j'ai entendu, il avait l'air d'un gars content de répondre à la question. Ouais. Parce que là, on parle de hockey, on parle de quelque chose qui est arrivé sur la glace, puis qu'enfin, je suis sur la glace. Mais il est tellement dur avec lui-même et c'est ce qu'il va faire, qu'il va continuer à s'améliorer parce que il est très terre à terre, je trouve, David Reinbacker, puis c'est OK, oui, il y a la pression de Montréal, là. Ça, c'est une chose, là. Mais il faut être patient. Il faut que le Canadien le laisse se développer. Il ne faut pas forcer les choses dans le cas de Reinbacker. Parce que moi, je vois tous les outils pour avoir, puis tu l'as dit, on t'en a parlé tantôt, dans ce qu'il est capable de faire, de son côté droitier, son gabarit, plusieurs aspects de son jeu qu'il est capable de bien faire. Mais laissons-le se développer. Il faut arrêter de... Il ne faut pas forcer
les choses dans le cas du 64 parce que c'est peut-être pas ce qu'il y a de besoin selon moi. Là. Non, c'est jamais bon de faire la navette non plus entre le club école et le club de la Ligue nationale, du moins pas à un si jeune âge. Et je pense que la présence de Mark Del Gaizo s'explique beaucoup par ça. Pour laisser Engstrom et Reinbacker se développer, puis j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver, à moins d'un hécatombe, ce qu'on souhaite même pas pour le développement de Engstrom et Reinbacker, parce qu'on veut les voir être compétitifs pour un poste la saison prochaine. Moi, je pense que c'est ce qui est visé. Moi, c'est ce que je viserais dans le cas de ces deux jeunes défenseurs-là, et on verra où ça va les mener. C'est vrai qu'on s'en va vers le prochain segment, un petit segment intéressant. Des espoirs, pas nécessairement nos meilleurs espoirs qu'on suivra ou qu'on déjà on suit dans la Ligue américaine ailleurs. Moi, j'en ai aucun du Rocket parce que je me suis juiré que j'ai le nez collé dedans. On va pas, je ne sais pas si toi t'en as. Mais pour la t'en as, OK. Mais pour ma transition vers ce sujet-là, Reinbacker serait mon numéro 1, probablement. On est du même avis là-dessus. Du même avis. Moi, j'ai été complètement ailleurs au niveau de mes 10 premiers. Mais je suis curieux de t'entendre en premier. Puis il y en a un paquet, là, honnêtement. Je dressais ma liste. Puis il y a du talent dans cette ligue-là. Il y a des choix de première ronde, il y a des choix de deuxième ronde. Il y a des gars de 19, 20, 21, 22 ans. Puis ce qui est hallucinant quand j'ai fait ce devoir-là, Cédric, c'est de me dire quand même, c'est difficile de devenir un joueur d'impact dans la Ligue nationale. Puis malgré tous ces joueurs-là, il n'y a pas un gros pourcentage des joueurs que j'ai répertoriés qui va devenir un joueur d'impact dans la Ligue nationale. Puis c'est quand même assez phénoménal comme quoi la compétition était tellement féroce pour être un haut salarié de la Ligue nationale, mais il y a des joueurs quand même qu'on va surveiller cette année. Ah, il y en a beaucoup. Moi aussi, j'ai mis des mentions honorables que j'aurais certainement qui sont des excellents espoirs, mais peut-être de mon côté. Puis j'ai un peu dans le même style que toi. Moi, mon top 10, c'est sûr, j'ai mis David Reinbacker premier pour multiples raisons, mais j'ai un peu patiné un peu entre des joueurs qui sont à 22 ans, puis que je veux voir prendre le step nécessaire pour être capable de faire leur place dans la Ligue nationale ou de continuer à se développer. Mais j'ai hâte de voir le tien aussi, voir si, admettons, nos noms se ressemblent, si je ne sais pas de quelle façon tu veux faire ça. Mais Vas-y avec ta liste en premier, puis si je les ai quelque part, je vais peut-être jumper dans la conversation, mais vas-y avec ton 10e espoir que tu surveilles le plus cette année ou 8e. Je ne sais pas si tu as fait un top 10. J'ai fait un top 10. OK, ben vas-y avec ton 10e. Mon 10e, je vais y aller avec Liam Ogren du Wild de Iowa. C'est un joueur qui est capable de jouer dans la Ligue nationale. C'est quand même un choix. C'est le 19e là, en 2023. Pour l'instant, seulement 5 points en 9 matchs. Mais c'est quelqu'un qui est comme à la limite de peut-être s'implanter dans la Ligue nationale. Et c'est certain que le Wild veut qu'il devienne le joueur qui est capable de devenir en jouant en bas. Là. Ouais. Ben, le Wild peut peut-être être patient avec lui. On a également Danila Yurov là-bas au Minnesota. On n'aura pas besoin de renfort éventuellement. Donc, Ogren aura peut-être sa chance, Cédric. Moi, je ne l'ai pas sur ma liste, mais de joueurs, ben, c'était un choix de première ronde qui est à surveiller. C'est tout à fait notable de le mentionner. Je te laisse enchaîner avec ton numéro 9. Braden Yeager. Il n'est pas sur ma liste, c'est parfait. On aime ça. Mais sur ma liste, évidemment, il est sur ma liste d'espoir, le fun, mais il n'est pas dans ceux que je veux surveiller le plus. Je t'explique pourquoi. Parce que il y a quand même 6 points en 12 matchs, mais le fait qu'il a changé d'organisation, c'est un choix de première ronde. J'ai hâte de voir comment sa game va se transposer au niveau professionnel. On l'avait vu quand même des belles choses dans le premier week-end de la saison au Manitoba face au Rocket. Mais c'est un joueur qui est capable de faire beaucoup offensivement. J'ai hâte de voir comment il va se développer. C'est pour ça que c'est un joueur que j'aime bien en passant. Donc, c'est sûr que pour moi, je l'ai mis là, à cet endroit-là. Ouais, j'ai hâte de voir dans quelle chaise il pourrait accéder à la Ligue nationale un jour. Est-ce que ce sera dans un rôle offensif? Est-ce que ce sera dans un rôle de joueur de 200 pieds, centre de 3e, joueur de centre, Braden Yeager? Puis même là, est-ce que ce sera un joueur de centre? C'est jamais. Who knows? Numéro 8. Consta Elenius. Ouais, je l'ai également. Je l'ai numéro 3. Mais quand même un excellent début de saison, 10 points en 13 parties, mais il est encore très jeune.
dans le cas d'Elenius. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis aussi haut, parce que j'ai priorisé certains joueurs qui sont peut-être un petit peu plus matures, puis que comme je t'ai dit, que je veux voir prendre un step. Ouais, avec 19 ans seulement, Lenius, ça a été bon pour moi de le voir arriver dans la Ligue américaine la saison dernière. C'est un joueur qui est en pleine progression, puis on la voit, la progression quand même. J'aimerais qu'il fasse un peu plus confiance en son tir. Lenius, évidemment, améliorer son jeu sur 200 pieds, également son jeu physique, mais ça reste tellement un jeune joueur, puis on le sait pas. Encore là, où on en est, on le sait pas. Dans quelle chaise il va pouvoir accéder à la Ligue nationale. Est-ce que c'est comme Yeager, un joueur offensif ou pas? On verra, mais il y a quand même beaucoup de temps de glace à Rochester. Numéro 7, Cédric. Daniel Butt. Je ne l'ai pas non plus, mais il était dans ceux que... C'est pas celui qui m'intrigue le plus, mais on les voit moins, l'équipe de Tucson. Tucson? Exact. Tucson? Tucson. Je pense que c'est Tucson. C'était Tucson. Je pense que c'est Tucson, honnêtement. Là, c'est toujours. Mais c'est 12e choix au total. Quand même, il y a maintenant 2 saisons, là, en 2023. Quand même, un très bon début de saison dans le cas de Daniel Butt. 13 points en 12 matchs, qui est très bon pour une première saison pour lui du côté de Tucson. Donc, j'aime ça, voir les joueurs qui arrivent à la première année. Et dans son cas, c'est certain que je vais le surveiller cette année. Numéro 6. Carter Yakemchuk. Il n'est pas là non plus dans le mien, j'adore. Okay. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu as fait. Parce que, non, mais lui, c'est parce que je le vois plus souvent. Donc, on dirait que ceux que je vois plus souvent, à part Elenius, je pense que c'est le seul de la division Nord que j'ai mis. Oui. Ah, ben, on est dans le trouble. J'en ai plusieurs, moi. Non, c'est pas le seul, excuse-moi. C'est pas le seul. Il y en a un autre, puis l'autre, c'est une grosse surprise. Mais vas-y. OK, ben, comme je te dis, Yakemchuk, pour moi, j'ai hâte de voir comment il va se débrouiller cette année. Quand même, déjà 7 points en 12 matchs. Mais au-delà de ça, j'ai hâte de voir, là, parce qu'ils ont la chance de le faire développer du côté de Belleville. Peut-être pas forcer les choses dans son cas. Ça reste quand même un 7e choix au total. Là. Donc, j'ai hâte de voir. Je ne sais pas que je déteste ce que je vois, mais je ne suis pas convaincu qu'il y a un plafond si haut que ça. Pour un 7e total. Mais un gars hautement fiable, puis ça va être un NHLer. Moi, j'ai pas de doute avec ça, mais le plafond, je reviens à ça. 5e? Jacob Fowler. Je pense écoute, voir sa constance, j'imagine. Ben, tu dois le surveiller. Pour moi, c'est un des... Ben, j'ai un gardien de but. J'ai un gardien de but, mais c'est pas Jacob Fowler. J'en ai 2, moi. OK, ben, enchaîne au numéro 4. Jacob Fowler, on en a déjà parlé dans l'émission. Exact. Kevin Korchinski. Ah, il est dans le mien aussi. C'est le fun, ça. Moi, j'avais 4e aussi. Ben, il a un excellent début de saison. 10 points en 12 matchs dans le cas de Korchinski. Il semble avoir de la difficulté à s'établir. Lev Shunov prend sa place du côté de Chicago. Oui, puis non, parce que pourquoi moi je le surveille, c'est que les Hawks sur le flanc gauche en ont tellement besoin. Beaucoup de droitiers. Renzel, Levchunov. Puis si ça ne fonctionne pas avec Korchinski, on va avoir besoin d'en repêcher un autre très haut. Alors là, le temps presse dans le cas de Korchinski, mais son développement, ce qu'on a fait, visiblement, on n'a pas pris la bonne décision en le faisant jouer toute la saison 2023-2024 à Chicago. Il avait démontré de bonnes choses, mais moi, c'est sinon le meilleur patineur chez les défenseurs de la Ligue américaine. C'est pour ça que je le surveille. Numéro 3. Crunch de Syracuse. Gauthier? Non. Geeky? Connor Geeky. Non, voilà, je suis d'accord. C'est un excellent choix. Il n'est pas dans mon top 10, mais il était 11e. Maintenant. Mais pour moi, il a 1 point par match depuis le début de la saison avec le crunch. Il tarde un peu à s'implanter, là, si on veut, dans la Ligue nationale. Déjà une 2e organisation dans son cas, dans le cas de Connor Geeky. Donc, on va avoir la chance de le voir souvent, à moins qu'il se retrouve avec le Lightning. Et ça sera le cas la semaine prochaine, justement, là, avec la visite du crunch. Donc, j'ai hâte de le voir. Ouais. Avait été acquis en retour de Mikhail Sergachev de mémoire dans la transaction de Sergachev. Ça aussi, Geeky, pour moi, c'est une valeur sûre. LNH. Dans quel rôle?
Le premier trio, j'en doute, mais peut-il s'établir comme un centre, un allié, deuxième ou troisième trio? Peut-être. Ton joueur numéro 1 à surveiller, c'est Randbacker. On vient d'en parler. On va terminer avec ton deuxième. Peut-être je vais te surprendre. J'ose imaginer que oui, puis c'est la bonne chose, c'est le cas. Je vais y aller avec Sébastien Cossa. Hey, j'ai la même place. Impossible. Tu l'as mis deuxième, toi aussi? Numéro 2. Incroyable. Ouais, parce que on s'est pas parlé. Les Red Wings. On s'est pas parlé là-dessus. Non. Mais un peu comme les Hawks, on a tellement besoin que ça fonctionne. On a tellement investi un haut choix en lui, première ronde 2021. Puis là, il arrive à une barrière de match. Il arrive pas loin du 100 matchs dans la Ligue américaine. Ça en prend-tu 100? Ça en prend-tu 150 pour former un bon gardien de but? Peut-être plus 150. Je ne serais pas offusqué qu'il dispute toute la saison à Grand Rapids, mais j'aime... Mais premièrement, c'est le gabarit, là, 6 pieds 7, on va être franc. Ouais. J'aime son puck tracking. C'est un gardien qui avait travaillé quand même sur ses mouvements, mais là, ses stats sont là. Il est invaincu en 4 matchs, une moyenne de 1,75 puis un pourcentage d'arrêt de 9,39. Donc, mais les Wings en ont besoin parce que même si tu as été faire l'acquisition de John Gibson, il quoi, 32, 33? John Gibson, peut-être 33, je peux me tromper, mais je suis pas loin. Là. Donc, il lui reste pas 5-6 grosses saisons de hockey à John Gibson devant le filet des Wings. 32 ans, John Gibson, je l'ai devant moi, donc 32 ans dans son cas, mais dans le cas de Cossa, la bonne nouvelle pour moi, c'est qu'il a joué un seul match dans la Ligue nationale de hockey depuis le début de sa carrière. Une victoire à sa seule sortie. On laisse le temps de se développer et on le sait que John Gibson, il vieillit. Cam Talbot, il vieillit. Et là, il va... Et je regardais ses statistiques. Tantôt, oui, les statistiques, c'est une chose, là. Mais quand même, 910 son pourcentage d'erreur en carrière avec une moyenne de but contre à 2,48. 48, il y a quasiment le double de victoires que de défaites en temps réglementaire dans sa carrière. Il y a un excellent début de saison, donc, mais c'est correct. C'est correct qu'ils prennent le temps de se développer dans la Ligue américaine. C'est bien correct dans le cas de ça. Et tu l'as dit, le gabarit de l'emploi. Les équipes de la Ligue nationale adorent les gardiens de but grand gabarit. Il y a 6 pieds 7, 220 livres. Et j'ai hâte de voir si on va lui faire une place. Parce qu'en tout cas, au niveau statistique, je ne peux pas voir comment on ne lui laisserait pas cette chance-là de devenir un gardien de but d'impact du côté des Wings. Oui, puis dans son développement, il y a eu de la Ligue de la Côte Est, quelques matchs. Sa première année a commencé là. Préférait l'avoir comme numéro 1 là-bas que numéro 2. Donc, très hâte de voir. Moi, rapidement avec ma liste, parce que le temps file, Cédric. 10e, j'ai un gars que tu as bien connu à Shawinigan, Matvei Gridin, qui a bien failli passer la saison avec les Flames de Calgary dans la Ligue nationale. M'intrigue ce joueur-là quand même. M'intrigue. Il a un bon gabarit, il a un bon tir. Semble jouer un peu en périphérie en ce début d'année quand même. Mais ça reste 11 points depuis le début de la saison. Connaît du succès, seulement 19 ans. On a semblé bien l'aimer chez les Flames, du moins. Ben, moi, il était dans mes mentions honorables, mais moi, la seule raison pourquoi je ne l'ai pas mis là, Vincent, c'est que si on n'est pas capable de l'utiliser convenablement, mais là, pour l'instant, c'est le cas, est-ce qu'on pourrait être tenté chez les Flames de leur descendre au niveau junior, malgré qu'il est à la porte de la Ligue nationale, avec les Cataractes de Shawinigan? Je pense pas. Non, je le sais, mais est-ce qu'on peut... C'est une longue saison. Donc, je ne sais pas si... C'est la seule raison parce que pour moi, il y a peut-être un certain point d'interrogation parce que pour moi, c'est une surprise de le voir dans le pro cette année. Là. Les Wranglers ont une excellente équipe. Je pense que c'est une équipe qui vise les séries éliminatoires, un vaste parcours. Donc, à moins qu'on ait été une équipe en difficulté, là, je t'aurais dit peut-être d'aller jouer du hockey plus compétitif dans le junior majeur d'un point de vue résultat. Mais bon. 9e, j'ai un coéquipier de Braden Yeager, Colby Barlow. Sa progression m'intrigue quand même. 2 saisons de 40 buts à Owen Sound. C'est un timide début de saison pour lui. 2 points en 12 matchs, mais j'ai hâte de voir comment il peut se développer. Si tu es un futur employé de soutien, est-ce qu'offensivement, il peut y avoir un déclic? Quand le Rocket a été au Manitoba, on ne l'a à peu près pas vu, mais il m'intrigue quand même, ce joueur-là. C'est quand même un travaillant, donc j'ai hâte de voir comment il peut se développer avec le Moose. Je ne sais pas si tu avais quelque chose que tu voulais dire.
Ben, c'était un peu la même lecture des choses. J'ai préféré Jaeger en raison de son début de saison, mais ça a été un peu le même exercice quand j'ai vu sa maigre récolte de seulement 2 points depuis le début de la saison. Puis on l'avait pas tant vu dans le Non, premier week-end. on avait plus vu Jaeger. C'est très timide comme début de saison. Il m'intrigue quand même. Je vais surveiller sa situation s'il peut y avoir un Ouais. déblocage cette année. C'est vraiment l'angle de mes espoirs. Huitième du côté d'Hershey, ben, un gars qui a fait 132 points dans la Ligue de l'Ouest la saison dernière, Andrew Crystal, choix de deuxième ronde des Caps en 2023. Évidemment, sa première saison à Hershey, un joueur recru. Pour l'instant, c'est 6 points, 11 matchs. Hâte de voir si à force égale, c'est un gars qui peut avoir un impact. C'est pas un gros coup de patin, mais c'est un gars qui est quand même très, très intelligent. J'ai hâte de voir ça, Cédric. En septième position, j'ai Owen Pickering, un gars que j'ai toujours beaucoup aimé, un grand défenseur qui a un bon coup de patin. Ça a été une saison compliquée par moment l'année dernière. Il a été blessé. Ça a été un choix de première ronde des Pingouins qui auront besoin de lui dans le futur. C'est quand même une fiche de plus 6 à ses 10 premiers matchs à Wilkes-Barre. Aura plus de minutes. J'ai hâte de voir où tout ça peut aller dans le cas de Pickering. Ah, c'est un bon choix. C'est un très bon choix, Owen Pickering. Il a joué des matchs dans la Ligue nationale de hockey cette année aussi. Ben, je l'aime. Je l'aime beaucoup, moi aussi. Donc, à date, j'ai pas vraiment de désaccord avec toi parce que c'est tous des joueurs que j'avais encerclés sur les différentes listes. Sixième, Otto Stenberg. Lui s'est amené en cours de saison l'année dernière à Springfield. Il affrontera justement le Rocket mercredi. Pour l'instant, c'est une saison timide avec seulement 3 points en 11 matchs. Moi, ce que j'ai toujours aimé de sa game, c'est son flair autour du filet. Ça a été un des bons joueurs que le programme suédois a vu passer pour ce qui est du programme des moins de 20 ans. 2 championnats mondiaux juniors où il avait été excellent. L'année dernière, ça a été des débuts qui semblaient prometteurs. Là, pour l'instant, c'est un départ difficile pour lui en 2025-2026. Je vais le surveiller beaucoup face au Rocket. Vraiment hâte de voir s'il peut avoir éclosion dans son cas, surtout que Dalibor Dvorsky a rejoint les Blues. Est-ce que ça avait été son partenaire de trio? Est-ce que ça peut avoir un impact sur lui? Je ne sais pas, mais j'ai hâte de voir où ça va aller dans le cas d'Otto Stenberg cette année. Ah, mais tu viens de parler de Dvorsky, là, c'est quand même combien de joueurs parce que moi, bien sûr, je ne sais pas si tu as fait la même chose, j'ai vraiment regardé ceux qui étaient sur les équipes actuelles, mais il y a tellement de joueurs qui se promènent dans les dernières semaines, des Noah Ostlund de ce monde, des Dalibor Dvorsky qui pourraient se retrouver en bas, éventuellement, il y a tellement de qualité, là, c'est incroyable. Oui, en terminant, position numéro 5, c'est ma surprise parce que c'est un joueur qui continue de m'intriguer puis on dirait que je ne suis pas capable de lancer la serviette sur lui officiellement, même si parfois je devrais le faire. Je continue quand même d'aimer ce que Xavier Bourgault fait. Le gars a du talent, il a des skills, c'est clair. Sa vitesse, c'est peut-être une défaillance dans son jeu. 23 ans, il n'est pas haut dans la hiérarchie des sénateurs d'Ottawa, c'est assez clair. Moi, je pense qu'il devrait l'être un peu plus. C'est un gars qui explore un peu plus dans les zones critiques, clairement. Plus de travail devant le filet, plus impliqué sur 200 pieds. Toujours aucun match avec les sénateurs, mais quand même, les sénateurs, il faut dire que c'est pas une mauvaise transaction parce que tu as donné Robbie Arventi en échange, donc qui est plus avec les Oilers d'Edmonton. Mais c'est un joueur que, je sais pas, 23 ans, le temps presse. Mais c'est quand même une bonne récolte en ce début de saison, 10 points en 12 matchs. Peut-il obtenir ne serait-ce qu'un rappel cette année dans la Ligue nationale? C'est ce que je surveille d'ailleurs. Ça sera surveillé parce qu'il avait été très bon face au Rocket, justement, là, à Belleville, lors de la première, où il avait marqué 2 fois, mais on l'a vu, il est capable d'installer sa façon de jouer puis de prouver qu'il y a peut-être une place dans la Ligue nationale éventuellement. Ouais. Quatrième, j'ai Korchinski, on en a parlé. Troisième, Consta Elenius, on en a parlé. Deuxième, Sébastien Cossa, on en a parlé. Mais il y a un gars qu'on n'a pas parlé qui est de loin le joueur qui m'intrigue le plus. Il évolue à Rockford. Un choix de troisième ronde des Hawks en 2023. Il en a marqué 71 l'année dernière dans les rangs juniors. Nick Lardis. Ouais. J'ai regardé quelques séquences des
de Rockford. C'est quand même 13 points en 13 matchs depuis le début de l'année. Puis ce gars-là a un instinct offensif assez extraordinaire. Un tir tout aussi extraordinaire. C'est un gars qui a un minding extrêmement offensif. Converge vers le filet. Il attaque le filet. Il a un bon coup de patin. Peut-il être un futur partenaire de trio de Connor Bedard? Il se donne des chances cette année. Il se donne des chances. Mais la seule raison que je ne l'ai pas mis, c'est que ça s'est calmé pas mal. Elle avait été nommé joueur. Est-ce qu'il avait été nommé joueur du mois? Oui, c'est ça, exactement. Mais depuis le début du mois de novembre, c'est un seul point. Le match du 1er novembre, sinon c'est 4 matchs de suite sans points. Mais à un moment donné, il ne pouvait pas garder le rythme qu'il avait. Mais c'est sûr qu'il est très, 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 très intriguant. Et il va avoir le temps de se développer du côté de Rockford pour l'instant. Ouais, c'est la constance qui est difficile à aller chercher. C'est pour ça qu'il m'intrigue. J'ai hâte de voir s'il va maintenir ce. D'ailleurs, ça a été un coéquipier de Florian Jacquet à Brantford avec les Bulldogs dans la Ligue de l'Ontario. Donc, on pourrait toujours questionner Florian Jacquet sur lui. Je suis persuadé qu'il. Puis je compte bien le faire. Il y a une petite jasette à micro rompu. Ça peut toujours être intéressant. Rapidement, pour terminer, Cédric, c'est ce qui fait le tour de nos 10 espoirs qu'on va surveiller, mais il y en a tellement d'autres qu'on n'a pas le temps de parler de tout le monde, mais on y reviendra. On aura ultérieurement, on aura d'autres blocs comme ça également pour parler de ce qui, d'ailleurs, dans la Ligue américaine, des jeunes qui se développent bien, d'autres moins bien. On aura l'occasion d'en reparler. Rapidement, vite fait, Cédric, ce qui se passe avec le Rocket. Match mercredi matin, tu y seras à Springfield. D'ailleurs, et le Rocket qui va retrouver nul autre que... Probablement, là, on suppose qu'il va jouer Logan Mailloux. C'est spécial quand même. Non, mais c'est spécial. Oh, oui, c'est quand même... Mettons que en termes de timing, là, les Blues, là, c'est sûr que là, Zach Bolduc, ça s'est calmé un peu offensivement. Ça s'est calmé. Au moins, c'est la bonne nouvelle pour les Blues parce que, mettons que tu fais ça, question de timing, c'est vraiment pas... c'est pas le meilleur timing. Ça risque d'être assez spécial mercredi, là, en plus d'un match très tôt le matin. Ben, pas très tôt, mais on s'entend comparé à ce qu'on est habitué de voir. 10h35, c'est très spécial. Dans l'horaire du hockey normal, 10h30, c'est très tôt. Quand tu commences tes matchs à 7, des fois 8h, 10h, quand tu es dans l'Ouest, c'est très tôt. J'ai hâte de voir. Je souhaite que du bon à Logan Mailloux. Je souhaite qu'il retrouve sa game également à Springfield. C'est 9 matchs, c'était moins 12. Ça va pas bien pour les Blues de Saint-Louis en général. Ça va pas bien pour Logan Mailloux non plus. On a rappelé Hunter Skinner qui a fait le chemin inverse. Puis c'est ça qui peut être choquant, voire humiliant pour Logan Mailloux. C'est que là, vraiment, on lui préfère quelqu'un d'autre. Alors, j'espère vraiment que le jeune homme va prendre ça de la bonne façon, qu'il va profiter des grosses minutes. C'est ce qu'on a semblé dire du côté de Saint-Louis. J'ai regardé un peu ça. On veut qu'il joue de grosses minutes. Visiblement, on ne le juge pas prêt, puis c'est correct. On a parlé de Kevin Korchinski, on vient d'en parler. Il a joué une saison complète. Lui, la claque au visage a dû être solide quand on lui a dit qu'il allait jouer du côté de Rockford alors qu'il se croyait arriver, venait de s'acheter un condo, une maison, je suppose. Fait des achats en pensant qu'il allait demeurer à Chicago. Donc, on souhaite à Mailloux de se replacer. C'est un défenseur avec un tas d'outils. Il reste juste à mettre ça ensemble et d'être constant là-dedans. C'est ça qui est le plus compliqué. Mais bref, c'est pas une équipe qui va très bien, Springfield, depuis le début de la saison. Mais en fin de semaine, ça va être 2 bons défis. Hartford, Providence. Hâte de voir combien de points le Rocket est en mesure d'aller chercher. Je sais. On avait dit 5 au total là, dans ce voyage-là. Il y en a les d'autres, on semblait du même avis là, lorsqu'on s'est parlé vendredi. Il y en a déjà 2 d'accumulés. Donc ma prédiction, je vais la garder. 3 sur une possibilité de ce qui reste sur 6, dans le fond. Oui, exact. C'est ça, il reste 3 matchs. Je serai 3 points du Rocket. Hâte de voir quand même là, comment le club va se comporter avec un gros voyage sur la route de la sorte. Absolument. J'ai hâte de voir dès mercredi puis les matchs de Hershey et Providence en fin de semaine. Ça va être 2 très bons matchs. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de... C'est Hartford et Providence. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est mon erreur. C'est bel et bien Hartford. Je peux se tromper d'équipe avec le H. Pourtant, je le sais. J'y serai. Donc, Hartford et Providence. Mais la bonne nouvelle, comme je disais, c'est qu'il n'y a pas de voyagement.
Il y a très peu de voyagement. C'est 30 minutes entre Springfield et Hartford. Donc, tu auras la chance d'avoir 2 très bonnes journées d'entraînement, probablement, là, du côté d'Hartford, jeudi et vendredi, avant de se préparer pour les 2 matchs là, du côté du week-end. Mais j'ai hâte de voir si on va continuer d'avoir des bons résultats qui vont venir chez le Rocket à partir de ce qu'on a bien fait à la maison quand même. Ouais, bâtir sur le match face à Belleville également va être très, très important. Donc, selon ce qu'on a vu avec Kakkonen qui était devant le filet dimanche, ça devrait être 2 départs pour Fowler, là, à moins d'une blessure, dans les prochains matchs. C'est ce qui est l'horaire normal à y avoir. Sur ça, Cédric, je pense que c'est ce qui termine l'épisode numéro 5 de En mode Rocket. Je te remercie. Je te souhaite bon voyage du côté de Springfield, surtout prudence sur les routes, puis que ta moustache continue de pousser. Elle est déjà en superbe état. Hein. Après, t'es encore mieux. Après, t'es encore mieux, mais je vais être prudent. Je pars demain. Je pars mardi là, avec le match très tôt mercredi. Ça me laisse un peu pas le choix de partir mardi. Je joindrai avec un petit match à Boston mardi soir là, face aux Maple Leafs. Donc, ça va être un beau petit voyage. Puis en espérant que le Rocket connaisse un beau voyage au niveau de la façon de jouer, les résultats, bien sûr. Ouais, la façon de jouer d'abord et les résultats suivront. On le souhaite pour le Rocket de Laval. Alors, Cédric, je te souhaite quelques bonnes mousses dans ton voyage tout près des patinoires adverses. Merci, Vincent. Merci à Shane Gaumont pour cet magnifique épisode. Et à tout le monde, merci d'avoir été à l'écoute. On se voit. Ben oui, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Salut. Et c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous ne vous ennuierez pas trop de nous d'ici la prochaine fois. Abonnez-vous à le Sick Podcast en mode Rocket sur YouTube, X, Facebook, Instagram et toutes les plateformes audio.